Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My UXU Experience, bienvenue sur cette chaîne 3-3. Je suis Rémi Dumas et je suis content de vous retrouver. Et aujourd'hui, je suis avec Nassim Muntassif. Bonjour Nassim. Salut Rémi, salut, salut. Merci encore d'être là pour cette deuxième partie. Donc la semaine dernière, tu nous avais présenté le projet Nantes Big West qui avait lancé un petit peu ta carrière dans le 3-3. Et puis aujourd'hui, on continue ce chemin avec toi où tu vas nous présenter Cheverny 3-3, le projet qui est sorti, je crois, l'année dernière, en tout cas en début de saison dernière. N'oubliez pas, si vous avez raté la première partie, vous pouvez la retrouver dans les commentaires en cliquant sur le lien. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ce projet Cheverny 3-3 comment c'est venu, quelle était l'idée directrice, voilà, comment Cheverny 3-3 est apparu dans le milieu du basket 3-3 français. Eh ben écoute, le projet Cheverny 3-3 est apparu dans la continuité en fait du projet Nantes Big West pour pouvoir se structurer encore plus et être vraiment une structure professionnelle, passer de la partie plutôt amateur à la partie professionnelle, bien évidemment en gardant les mêmes activités qu'il y avait euh, au niveau de Nantes Big West, mais en intégrant cette fois-ci une vitrine euh, sur le projet qui est l'équipe professionnelle de 3-3. Le projet est né premièrement de par ma passion du 3-3. Je veux vraiment que cette discipline continue de grandir et je pense qu'on a encore vraiment énormément de choses à construire et à découvrir dans cette discipline. Ensuite, dans un second temps, c'est la lumière que les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont pu donner avec avec l'équipe, avec les gars qui ont pu jouer pour l'équipe de France et les filles bien évidemment. Et pour moi, ça a été avec tout le rayonnement du patrimoine, etc. français, ça a été une lumière incroyable pour le basket en général, le basket 3-3. Euh, et donc, j'ai voulu être dans cette continuité-là de rebondir en fait sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour pouvoir développer cette équipe pro. Et donc, ça a été fait après avoir rencontré Martin Chatagnon, qui est directeur adjoint du lycée international Saint-Denis, et le propriétaire du château de Cheverny. Et donc, ça a été toujours dans cette continuité du patrimoine français avec le château, le sport avec l'équipe pro. Et j'ai voulu ajouter une part où, en fait, on le retrouve énormément dans tous les pays. Mais en fait, c'est l'éducation. Pour moi, le sport doit être lié avec la partie éducation. Ok. Ouais, donc en plus, tu as eu l'opportunité, par tes rencontres avec Nantes Big West, les bonnes personnes peut-être au bon moment et qui a fait que le projet s'est mis peut-être en place rapidement, les Jeux Olympiques, comme tu l'as dit. Tout s'est bien, comment dire, assemblé au bon moment, quoi. C'est ça, exactement. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Les choses, elles arrivent forcément pour quelque chose. Et puis après, bah, c'est à toi d'attraper tout ça pour saisir l'opportunité. Donc là, comme tu dis, on passe dans un autre monde, hein, c'est-à-dire que ben, il faut recruter des joueurs, il faut trouver des partenaires. Donc tu as peut-être plusieurs casquettes à ce moment-là. Comment ça se passe là? Tu es tout seul, tu es, accompagné. Comment tu arrives à gérer ça en peut-être, je sais pas, 3, 4, 5 mois, je sais pas combien de temps tu as mis. Donc ça fait. Voilà, comment concrètement tu as réussi à mettre ça en place? Parce que ça doit être très lourd à réussir à mettre en place ce principe-là. Parce qu'en général, c'est plutôt les joueurs entre eux qui vont se réunir, qui vont créer une asso. En général, c'est ce qu'on retrouve souvent. On fait quelques tournois, ça marche plutôt bien, on arrive à trouver un partenaire et ça marche comme ça. Là, c'est vraiment toi qui as construit de tout de A à Z. Tu es parti de ton idée en gros et je construis mon équipe. Donc, c'est pas tout à fait le même processus. C'est ça. Bah écoute, déjà dans un premier temps, au-delà que ce soit un projet sportif, c'est surtout aussi un projet entrepreneurial. Parce que pour pouvoir développer tout ça, je pense que la première chose, c'est avoir beaucoup de courage, parce que c'est très long, très très long.
Comme tu as pu le dire, en fait, j'ai eu plein de casquettes euh, à gérer sur, bah, au final, entre 8 mois et une année. Ça a été vraiment une année de travail en amont pour pouvoir sortir ce projet-là. Euh, Après, avec ce que j'ai pu apprendre de Nantes Big West, et bah cette fois-ci, je me suis vraiment entouré de différentes personnes pour pouvoir m'aider sur ce projet-là. Donc j'ai eu des personnes comme Simon de la société Rebond qui m'a énormément aidé, Benjamin Abitbol qui est expert dans le cyclisme au niveau sponsoring, etc. et qui a aussi énormément de travail avec moi, Itamar Toiti aussi qui a beaucoup travaillé avec moi et plein d'autres personnes. Et donc j'étais la première personne à porter ce projet-là, mais j'ai eu aussi énormément de personnes qui m'ont soutenu, qui ont énormément échangé avec moi et m'ont donné beaucoup de feedback, beaucoup de tips pour pouvoir avancer sur ce projet. Ok. Et avec le recul, tu es fier là, de tout ce parcours là pendant un an? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, quand tu arrives sur ton premier tournoi et surtout que le premier tournoi, on a été lancé directement dans le grand bain sur un challenger dans le main draw à Hongcheon en Corée du Sud. Donc, quand tu vois une équipe avec un staff sur un challenger à l'autre bout du monde, et bah tu vois que tes efforts ont payé. Donc c'était beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail et beaucoup de remise en question. Euh, mais bien évidemment, je suis fier de tout ça. Alors, on va peut-être partir d'abord sur la partie un petit peu sportif. Donc, toi, tu es parti sans joueur, donc tu as dû recruter des joueurs. Donc, là, c'est le travail d'agent, de recruteur que tu as dû prendre, la casquette. Comment tu voilà, es parti, comment tu as voulu recruter, comment tu as fait ton choix, comment tu persuades les gens aussi à venir, parce que c'est pas, le 3-3 n'est pas encore acculturé partout, donc il faut peut-être convaincre aussi de viens faire du 3-3 là pendant 3 mois. Donc quoi, comment tu t'es débrouillé pour cette partie-là recrutement? Et ben écoute, pour être honnête, ça n'a pas été une partie très simple parce que comme tu l'as dit, il faut savoir convaincre les joueurs. Il faut savoir aussi, en fait, vu qu'on est un nouveau projet, bah forcément ça questionne beaucoup de monde. Voilà. Donc après moi, ma première mon premier aspect dans le recrutement des joueurs, ça a été de vraiment recruter des joueurs avec qu'on appelle un peu les team players qui jouent pour l'équipe et qui jouent vraiment bah, avec entre guillemets moi pour moi le 3-3 c'est très compliqué de construire une équipe avec que des gros égos. Je préfère vraiment me concentrer sur un joueur qui joue pour l'équipe, un joueur qui est, est, est comment dire assez assez ouvert, assez capable de vivre avec les autres, avoir un bon vivre ensemble, etc. Parce que en fait, on se retrouve à voyager énormément ensemble, on se retrouve à passer énormément de temps ensemble. Donc ça a été un de mes premiers critères avant l'aspect technique, etc. Et, euh, et donc après, par la suite, bah, ça a été beaucoup d'échanges avec différents agents, avec différents joueurs, des joueurs avec lesquels on comptait signer et finalement ça s'est pas fait, des joueurs qui bah, adorent le 3-3 mais qui se posent encore la question du modèle économique du 3-3 et donc préfèrent rester dans le 5-5. Donc ouais, ça a été beaucoup de changements sur cette période-là. J'ai l'impression en t'écoutant que ça a été plus dur que tu le pensais, peut-être sur d'autres aspects financiers. On doit se dire c'est le plus compliqué, et finalement peut-être de l'extérieur, le côté on va dire joueur, c'est peut-être le moins compliqué, et finalement c'est peut-être pas forcément ça. Exactement. Et bah, tu viens de tout résumer. C'est que au début, je pensais que ça allait être entre guillemets la partie un peu plus simple. Et en fait, pas du tout. Là, je me le cache clairement pas. C'est la partie qui a été la plus difficile. Euh, parce que, bah, en fait, aujourd'hui, le 3-3, le modèle économique du 3-3 questionne beaucoup de monde. Et surtout, quand tu es une nouvelle structure,
bah, je pense que ce qui est normal, ce qui est humain, c'est que les gens préfèrent voir un peu si ça tient la route, si ça peut rouler avant de rejoindre le projet. Donc, il faut vraiment savoir avoir les bons mots avec les joueurs et être convaincant. Ok. Sur la partie accompagnement, justement, comment tu t'es entouré là sur le côté sportif? Tu avais des kinés, tu avais des médecins. Comment on arrive à peut-être à reproduire un mini-staff dans une équipe? C'est pratiquement, moi, je l'ai vu dans les équipes de France, c'est pratiquement un staff pour un joueur. Par rapport au 5-5, ce n'est pas du tout le cas. Donc, comment tu as réussi à créer ça? Est-ce que ça a été aussi peut-être un manque ou ça a été justement bien amené, ça a permis de récupérer des joueurs parce qu'ils sentaient qu'il y avait vraiment un staff autour? Comment tu t'es débrouillé par rapport à ça? Eh bien, écoute, en fait, moi, le premier objectif que j'avais sur cette partie-là, c'était que, comme tu l'as dit au début, c'est que j'avais plein de casquettes. Et donc, je pouvais bien évidemment pas tout gérer, même si aujourd'hui, ce qui m'attire le plus et ce qui me fait vibrer le plus dans le basket 3-3, même si j'adore l'entrepreneuriat, le business, trouver des sponsors, etc. C'est surtout, en fait, transmettre, entraîner. Euh, mais j'ai fait le choix, du coup, de plutôt me retirer et de construire un staff sportif pour pouvoir m'accompagner sur ce sujet-là. Et par la suite, sur la partie surtout médicale, ben en fait, on a la chance d'être basé au complexe sportif Le 7 à Nantes, qui est un super complexe et où Guillaume Dubourg, le directeur, et ses associés m'ont ouvert les portes pour pouvoir développer ce projet là-bas. Et donc sur ce complexe-là, on a l'opportunité d'avoir des kinés euh, qui sont directement sur place. On a un centre kiné et ostéo directement sur place. Donc bah, en fait, c'était top pour pouvoir travailler avec les joueurs. Et via les connexions avec les kinés, euh, Fanny qui a été top sur certaines situations, qui nous a mis en relation avec des médecins pour pouvoir avoir des rendez-vous en cas de pépin, en cas de blessure assez rapidement. Ok. Tu l'as dit tout à l'heure, tu avais une dimension histoire, territoire avec ben, Cheverny, voilà. Et cette partie-là, voilà, de l'extérieur, voilà, tu as essayé de construire une histoire avec ce patrimoine local, on va dire de la vallée de la Loire, ça, que je ne dise pas de bêtises, en très gros, voilà, de Nantes jusqu'à je sais pas où, jusqu'où ça va. Euh, et pour vendre un petit peu ton projet et trouver des financements. C'est ça un petit peu l'idée de la construction, c'est raconter une histoire et c'est trouver des financements en rapport avec ce territoire. Ah, en fait, aujourd'hui, pour moi, j'ai pris le temps vraiment de réfléchir à comment construire un modèle économique viable autour du 3-3. Euh, Parce que pour moi, aujourd'hui, le 3-3, si on veut construire quelque chose, vaut mieux plus aller vers la partie privée, euh, la partie business, la partie entrepreneuriale, etc. Euh, et donc, par la suite, en fait, je me suis rendu compte que si j'allais proposer un projet aux entreprises, juste en expliquant que, bah, en fait, on est une équipe de basket 3 professionnelle qui joue sur le circuit français et qui veut progresser sur le circuit du World Tour. C'est sympa, mais euh, il y a déjà beaucoup trop de sports qui concurrencent aujourd'hui en France le 3-3, qui sont beaucoup plus installés, avec une retombée médiatique pour moi plus importante que ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur le 33. Donc, ma réflexion a été de trouver d'autres biais pour pouvoir présenter un projet plus complet. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai surfé sur la vague des JO de Paris 2024 pour pouvoir intégrer le patrimoine français avec le Cheverny, en expliquant que bah, ce projet est porté par un des plus beaux châteaux de France. Et après, l'autre biais, via l'éducation, où on a aidé à développer une section sportive 33 au lycée international Saint-Denis International School à Loches. Et, euh, et donc, grâce à ces trois biais, présenter un projet plus complet aux entreprises et leur expliquer que, OK, elles aident le développement d'une équipe pro, mais elles aident aussi potentiellement à développer des événements
au château de Cheverny et le développement de l'éducation scolaire des jeunes autour du basket 3-3 dans un établissement scolaire. Ok. Et par rapport à, alors sans donner de chiffres, euh, est-ce que tu as réussi à atteindre tes objectifs financièrement? Tu as été en dessous, au-dessus par rapport à ce que tu t'étais fixé au départ? Alors moi, je pense que c'est toujours bien de se fixer des gros objectifs financièrement pour essayer d'aller le plus loin possible. Sur cette première saison, on n'a pas atteint nos objectifs financièrement, euh, mais ce qui est d'un côté aussi normal parce que je pense que ça a été une saison aussi riche en apprentissage. Et donc, moi, je l'ai beaucoup plus pris dans ce sens-là, apprendre pour pouvoir grandir et ensuite atteindre les objectifs financièrement. Et puis, c'était aussi pas facile parce que bah, il faut savoir aussi, on parlait de convaincre les joueurs de venir sur le projet, mais aussi il faut convaincre les entreprises de venir sur un projet qui n'existe pas, qui est tout nouveau. Parce que forcément, on peut pas commencer la saison si on n'a pas un minimum de financement. Et quand on va présenter le projet aux entreprises, bah, en fait, on n'a pas de joueurs, on n'a pas joué un match, on n'a rien. Donc sur cette partie-là aussi, il faut savoir être assez fort pour pouvoir convaincre les chefs d'entreprise. Hmm. Oui. Parce que là, tu pars d'une feuille blanche, donc tu donnes la feuille et puis faites-moi confiance. Exactement, exactement. Hum, sur, sur cette saison-là, je ne sais pas si on peut parler de notes, mais sur l'ensemble du projet, comment tu te situes par rapport à ce que tu avais pensé au départ, par rapport à tes souhaits? Est-ce que on est plutôt sur du 9 sur 10, du 8 sur 10, ou ça a été complètement raté pour plein d'aspects différents? Voilà, si tu devais te donner une note ou un autre critère, peu importe, comme tu veux, mais voilà, est-ce que c'est plutôt réussi cette saison? Tu es plutôt content et fier de ta saison, ou tu dis c'est catastrophe, mais en tant que bon entrepreneur, tu dis j'ai beaucoup appris cette année et l'année prochaine, je ferai 3 fois mieux. Comment tu vois les choses? Eh ben écoute, moi j'ai une vision de l'entrepreneuriat qui est quand même toujours assez positive. Je pense qu'il n'y a pas de, certes, il y a forcément des moments compliqués, des moments un peu plus sympas, mais dans l'entrepreneuriat pour moi, ben, en fait, les moments difficiles et les moments catastrophiques font partie du jeu. Et il faut savoir accepter ces moments-là pour pouvoir rebondir, pour pouvoir grandir. Parce que, entre guillemets, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite sans cette partie du jeu-là. Donc, donc je le prends plutôt dans ce sens-là. On a eu des moments incroyables, on a eu des moments beaucoup plus compliqués, mais ça fait partie de la route, ça fait partie du chemin. Donc, il faut savoir l'accepter, savoir se remettre en question, faut savoir comprendre surtout, comprendre pourquoi c'est arrivé et puis ensuite avancer. C'est juste ça. Faut jamais baisser les bras et comprendre et avancer. Après, c'est les Américains, ils disent tant que t'as pas coulé 10 boîtes, t'es pas un vrai entrepreneur. Je crois que c'est dans cette idée-là, quoi. Je sais pas si je vais couler 10 boîtes, j'espère pas, mais mais en tout cas, je vois très bien ce que tu veux dire et c'est ça, c'est que euh, beaucoup de gens disent que bah voilà, on s'est trompé, on n'a pas réussi, etc. Mais moi, je veux toujours poser la question à ces gens-là, bah, qu'est-ce qu'elles ont fait en fait elles pour pouvoir euh, parler comme ça? Parce que aujourd'hui, un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui, pour moi, s'est trompé toute sa vie et à un moment donné a eu une petite étincelle. À un moment donné, bah, ça, avec toutes les erreurs, avec tous les moments d'apprentissage et puis les moments de remise en question où il a pu comprendre ses erreurs, etc. Et bah, c'est à ce moment-là que ça a explosé. Donc, donc ouais, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi. Après, j'espère pas couler 10 boîtes. J'espère aussi pour toi. Eh ben écoute, merci,
Nassim, de ton retour d'expérience sur Cheverny. On aura le temps de l'aborder peut-être de manière différente dans la troisième partie. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la troisième partie de l'interview. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!